Merci beaucoup. On a prévu de parler sur trois grandes idées, de faire peut-être un résumé de l'entretien motivationnel pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers. On parlera aussi des différentes méthodes d'apprentissage, ça sera aussi un survol. Et puis on prendra un peu de temps pour découvrir l'e-learning qu'on a proposé et qu'on a créé pour les soignants à Genève. Alors l'abréviation EM, c'est entretien motivationnel. Alors ça a déjà été dit, donc vous rapporterez vos questions et commentaires dans le chat Q&R, questions et réponses. Voilà. Alors on voudrait commencer très rapidement par vous montrer une vidéo qui vient de l'e-learning et qui fera une forme d'introduction de ce webinaire. Moi, c'est l'avatar. Je ne sais pas grand-chose de l'entretien motivationnel, mais je me réjouis vraiment de comprendre un peu plus de quoi il s'agit avec vous durant cet e-learning. D'ailleurs, j'ai cherché la définition de l'entretien motivationnel. J'ai pensé que c'était important de commencer par ça. L'entretien motivationnel est une conversation autour du changement dont le but est de renforcer la motivation et l'engagement au changement du patient. Ah, mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'entretien motivationnel si il n'y a pas de changement et que la motivation, elle vient du patient lui-même et pas du professionnel. Bon, c'est intéressant. Donc ça veut dire là qu'on va apprendre à renforcer la motivation du patient et tout ça autour d'une conversation. Bon, ben super. Je me réjouis de voir comment ça va se faire. Merci. Voilà le début et ça nous permet de rappeler une fois de plus la définition de l'entretien motivationnel, qui est donc une conversation autour du changement, et le mot est important, dont le but est de renforcer la motivation propre de la personne et son engagement vers le changement. Et c'est vraiment probablement la différence qu'on peut noter avec une relation d'aide habituelle, dans laquelle il n'y a pas forcément question de changement, et pour laquelle on a, comment je dirais, pas forcément cette thématique qu'on pourrait partager avec le patient. Et donc il y a vraiment cette idée de aider les gens à engager le changement. Qu'est-ce que tu fais Oui, je me suis trompée. Voilà, je te remets le... Pardon. Merci. Ouais. Voilà. Très bien. On va enchaîner encore avec une proposition de vidéo. Donc là, si ça veut bien arriver. Ça ne veut pas arriver. Non. Alors, c'est là où la technique nous lâche, mais on va de nouveau essayer de... Tu peux essayer de le faire comme ça. Attends. Voilà, je vais juste repartager, excusez-moi. Non, c'est là. Ouais, mais je peux reprendre sur celle-là, je pense que ça va aller mieux. Et je vais juste redescendre. Désolé. Désolé, mais ça bloque. Ça bloque. Ferme-le. Désolé, voilà. C'est la technique qui nous embête. Pourquoi tu voulais partager ça? Alors, je vais juste vous montrer s'il veut bien répondre. Il ne veut pas avancer. On voit bien le partage en tout cas. Oui, je suis désolée. On va rester coincé sur cette diapo. On va rester coincé. Je dois la fermer et la rouvrir, je pense. Ou bien je vais sur celle-là. Descends. Ça a l'air d'aller, vas-y. Mais on n'est pas partagé encore. Consigne. On n'a pas partagé encore. Voilà. Voilà, est-ce que vous voyez là? Oui, il faut descendre. Oui, tout à fait. On voit un écran noir pour l'instant. Voilà. Et les consignes. Voilà, merci beaucoup, désolée. Alors, je vous propose de regarder la vidéo entre un pédiatre et une jeune adolescente qui parle d'écran. Et je vous propose de commenter ce que vous identifiez, surtout comme très particulier ou spécifique à l'entretien motivationnel et en quoi est-ce que ça pourrait être spécifique. Et vous pouvez tout à fait le noter dans les questions-réponses. Donc, pendant que vous regardez, notez un peu les outils ou les stratégies que vous trouvez compatibles et spécifiques de l'entretien motivationnel et vous nous direz, on lira dans vos réponses ce que vous avez pu observer. Alors, je démarre, je me mets sur... Ça veut pas. D'accord, ouais, Voilà. Ouais, il y a autre chose dont j'aimerais bien parler. Dis-moi seulement.
Parce que mes parents, ils trouvent que je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Trop de temps. Bah, je peux aller de 3, 4, voire 5 heures par jour. D'accord. Et puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je me rends bien compte que c'est beaucoup trop. D'accord. Et tu aimerais faire quelque chose pour changer? Ouais, bah, oui, il faudrait quand même que je diminue mon temps parce que enfin, après, je suis tout le temps dessus et puis je deviens un peu accro. Ouais. Quels seraient les avantages pour arrêter ce temps de téléphone? Bah, déjà, j'aurais plus de temps pour voir des amis, pour bricoler, pour réviser, beaucoup de choses. Tu verrais aussi d'autres avantages. Bah, mes parents, ils verront que je fais des efforts. D'accord, ouais. Parce que c'est un peu le conflit, c'est un sujet de conflit avec les parents. C'est pas un conflit, mais ils me répètent souvent que je dois faire attention. Et puis, comment tu aimerais t'y prendre? Bah, je pense d'abord, je leur demander de me mettre une limite de temps. Et ensuite, pendant certaines heures, bah, je peux pas prendre mon téléphone. Comme ça, j'ai pas trop de tentation. D'accord, donc tu as déjà un plan d'action finalement, hein, des solutions. Et tu penses que tu serais prête à commencer quand? Bah, déjà, je pense ce soir, je vais en parler à mes parents. Et puis après, demain ou après-demain, bah, je pense que ça va se mettre en place. Ok, c'est vraiment un bon plan ça. Est-ce que tu serais d'accord qu'on puisse se revoir pour rediscuter justement de cette question du téléphone et puis de voir aussi si cette stratégie a marché? Je sais pas, tu serais prête qu'on se revoie dans quelques semaines? Oui, mais pas trop tôt. Ok. Genre dans un mois à peu près. Tu penses à moi, ça serait bien? Ouais. Ouais, je pense aussi que ça serait une bonne chose. Ce que je te propose, c'est que tu puisses prendre rendez-vous avec l'assistante médicale. On prend juste un rendez-vous pour ça et puis on refait le point. Ouais, ça te va? Ouais. Très bien. Bah, je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Au revoir. Il y avait des consignes qui manquaient. Il faut faire comme ça. Ok, alors, qu'est-ce que vous aimeriez partager de cette très courte vidéo qui, bien qu'elle soit courte, reprend un certain nombre d'idées de l'entretien motivationnel. Le médecin implique la patiente et lui laisse proposer un plan d'action. Voilà, c'est la patiente qui s'engage. Très bien, oui, c'est fait partie aussi des choses de l'entretien motivationnel. Est-ce que vous avez repéré d'autres choses? Elle reconnaît déjà un problème, oui, pourquoi pas. Aussi, est-ce qu'il y a encore Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'elle reconnaît le problème? Est-ce que vous avez noté ce que le médecin a fait quand elle a dit mes parents aimeraient que j'arrête l'écran? On a le silence comme réponse. Voilà. Je lui demande son avis, voilà. Suscite la réflexion, la capacité du patient, absolument. C'est ça, il y a vraiment l'idée de donner ce qu'on appelle, on aura l'occasion d'en redire un mot tout à l'heure, du pouvoir d'agir, c'est-à-dire de stimuler l'autonomie des gens et des patients. Et puis, peut-être, je pourrais rajouter aussi une question qui va susciter un discours autour du changement, c'est quand il lui demande les raisons qu'elle a de changer. Voilà. On y reviendra un peu plus tard. Ok, ah ben voilà, il y a plein de choses qui sortent maintenant. Ok, je vous propose qu'on enchaîne sur la diapositive suivante, après cette illustration brève d'un petit morceau d'entretien motivationnel. Juste pour rappeler d'où vient l'entretien motivationnel, c'est donc une pratique rogerienne qui a pris ses marques, notamment en mettant l'accent autour du changement, puisque Miller et Rolnick, les deux fondateurs, travaillaient avec des patients qui avaient des problèmes d'addiction, et puis ils se sont intéressés au moteur du changement, et c'est en s'intéressant au moteur du changement qu'ils ont pu éditer, émettre des idées. Initialement, c'était assez empirique, des idées dont ils pensaient qu'elles allaient aider les gens à changer, et notamment l'idée qu'il faut se tenir compte des motivations propres des personnes. Et puis la deuxième idée, c'était que Miller le dit toujours en souriant, quand on parle de relation d'aide, on parle beaucoup du patient, mais comme éventuellement un obstacle au changement, mais on ne parle pas beaucoup de l'intervenant comme obstacle au changement. Et donc c'est un peu la gageure de l'entretien motivationnel d'essayer de proposer un changement d'attitude assez global pour pouvoir fonctionner avec la pratique de l'entretien motivationnel. Donc il y a quelques grandes idées sur lesquelles je vais passer rapidement, ce qu'on appelle l'esprit de l'entretien motivationnel, avec 4 grandes idées: le partenariat,
c'est bien connu. L'acceptation, donc ça fait référence à Rogers, c'est l'accueil inconditionnel. Le pouvoir d'agir, ça c'est intéressant, c'est l'idée de l'attitude qui va être un peu une sorte de maïeutique socratique, c'est-à-dire de permettre aux gens d'accoucher de leurs propres idées. Et puis l'altruisme, c'est, comme son nom l'indique, l'idée d'être au service du patient, et c'est aussi pour faire taire toute idée de manipulation. Voilà, je continue avec les outils ou les compétences de communication. Il y en a 5. Alors vous savez, pendant longtemps, on disait c'est les questions ouvertes et les questions fermées. Et puis, avec le temps, on a fait évoluer cette idée, et on parle plutôt des questions qui font réfléchir, plutôt que des questions qui ont une syntaxe ouverte ou fermée, parce qu'on peut avoir des questions fermées qui peuvent aussi avoir comme effet de faire réfléchir nos patients. Et ce qui est derrière ça, c'est quelle est l'intention de ma question? À quoi va servir ma question? Qu'est-ce que je ferai de la réponse? Et surtout, qu'est-ce que le patient fera de la réponse? L'écoute réflective, on y reviendra, l'information, les conseils, la valorisation, les résumés. Voilà les 4 compétences qui sont assez simples, comme vous pouvez le voir. Elles n'ont rien d'exceptionnel. Ce qui va faire leur génie propre, c'est la manière dont on va les utiliser, le moment où on va les utiliser, la manière dont elles vont être utilisées, donc la maîtrise de la technique, et puis aussi la capacité d'utiliser le bon outil au bon moment. Et puis il y a 4 tâches qui participent aussi de l'entretien motivationnel. On appelle ça les tâches de l'intervenant. Autrefois, on les appelait des processus, et elles ont changé de nom, ils ont changé de nom pour s'appeler des tâches dans la dernière édition du livre. Vous aurez la référence à la fin de ce diaporama. 4 tâches qui sont dévolues à l'intervenant, donc de favoriser l'engagement dans la relation pour créer l'alliance, de faire la focalisation pour choisir un thème, choisir un cap et s'y tenir, susciter le discours changement, on y reviendra dans quelques secondes, c'est toute cette partie où on va faire exprimer au patient tout ce qui va en faveur du changement. Et puis le dernier, évidemment, ça semble comme une sorte de cerise sur le gâteau, c'est la planification. Et si on regarde bien, les 3 tâches motivationnelles, c'est 1, 2, 3. La planification, c'est plus tout à fait une tâche motivationnelle, puisqu'on va récolter les fruits de notre travail de motivation. Et ces tâches intervenant évidemment de façon successive ou récursive, c'est-à-dire qu'on peut les faire se succéder comme elles sont là, ou bien revenir dans un ordre disparate. Johanna, c'est à toi. Voilà, et ce qui est très très central, je dirais, et vraiment spécifique à l'entretien motivationnel par rapport à toutes les autres écoles d'écoute centrées sur le patient, comme chez Rogers, c'est qu'il y a un but et une direction, et qu'on va essayer vraiment tout au long de l'entretien de favoriser à ce que le patient puisse produire ce qu'on appelle du discours changement. C'est tout ce qui aura trait au changement, et vous l'avez entendu dans la vidéo, c'est quand elle dit « je devrais en faire moins », je pourrais avoir plus de temps pour faire autre chose, mes parents ne l'aiment pas, que je passe du temps, moi aussi ça m'empêche de faire des choses. Tous ces arguments en fait en faveur du changement vont être très centrales, puisqu'il a été prouvé par un linguiste, Amrein en 2003, qui a réécouté plus de 1000 entretiens de patients qui souffraient d'un problème d'alcool à ce moment-là, et qui ont vraiment pu montrer que plus l'interlocuteur, donc plus le patient ou la patiente exprimait un discours changement en quantité, donc de durée, de temps et de phrases, plus sa chance de changer est grande. Alors vous me direz où est la poule et où est l'œuf, mais en tout cas, plus le patient pendant son entretien peut produire du discours changement, plus vous avez de probabilité qu'il pourra réellement changer. À l'opposé, le discours maintien, il s'agit de le reconnaître, mais de plutôt essayer de voir comment le patient peut ne pas trop en produire, puisque c'est tout ce qui va lui dire « oui, mais il faudrait, c'est trop difficile en ce moment, oui, mais en ce moment, il n'y en a pas dans l'entretien que vous venez d'entendre. Néanmoins, dans beaucoup d'entretiens où on cherche de pousser ou de proposer aux patients trop rapidement des solutions ou des actions vers un changement, c'est vraiment ce discours maintien, ce « oui, mais » qui doit nous faire ralentir et repartir avec des questions qui font réfléchir le patient, afin que lui puisse nous faire des propositions de discours changement. Alors, est-ce que l'entretien motivationnel marche? Il y a énormément d'études de qualité variable, de thèmes variables, de topics dans lesquels ça a été essayé.
Le plus important au départ, les deux psychologues sont du domaine de l'addiction au niveau alcool, mais très vite ils se sont associés à des généralistes pour aller sur des problèmes d'adhésion dans le diabète, de problèmes de poids, des problèmes bien sûr de tabac, d'autres substances addictives, cannabis, drogue, autres, et vraiment dans des très nombreux, même adhésions thérapeutiques à des antibiotiques, il y a eu des études qui ont été faites avec des qualités très variables, raison pour laquelle elles sont difficilement comparables. Néanmoins, il y a quand même une grande acceptation que c'est probablement l'outil, enfin c'est l'outil le plus reconnu avec le plus de bénéfices dans les changements de comportement. Et il y a environ 75% des études qui sont positives. Ce qu'il faut dire, c'est que les résultats ne sont pas que liés à la méthode, mais très clairement à l'intervenant ou l'intervenante. Et plus l'intervenant est à l'aise, et plus il est expérimenté, et plus il peut l'associer à d'autres méthodes, soit de thérapie cognitivo-comportementale ou d'autres approches associées, et plus l'entretien motivationnel va être bénéfique s'il n'est pas juste essayé là tout seul, mais qu'avec une expérience et associé à d'autres pratiques, c'est ça qui sont les facteurs qui vont permettre le plus de réussite. Et on peut facilement expliquer et comprendre l'entretien motivationnel, néanmoins c'est comme une langue qui n'est pas si facile à pratiquer et à s'approprier, et il est important d'être aidé pour cela. C'est à toi, Pascal. Voilà, on voulait faire la bascule, après cette présentation de l'entretien motivationnel, sur son enseignement. Et je voulais vous parler de la première grande étude, elle n'est pas très récente, elle a 20 ans, sur l'enseignement de l'entretien motivationnel. William Miller est un fanat d'évaluation, et c'est lui qui a donc été à l'origine de cette première étude, où ils ont pris donc 140 professionnels qui étaient impliqués dans les centres d'addictologie, et ils ont été séparés au hasard, évidemment. Donc il y avait 5 groupes. Il y avait soit des gens qui recevaient 2 jours de formation, et puis ensuite les groupes étaient déclinés à partir de ça. Donc au fond, tout le monde recevait 2 jours de formation, certains avec un feedback sur la pratique, plus soit du coaching téléphonique, soit feedback et coaching, où les gens étaient mis en liste d'attente. Et puis il y avait différents moments où c'était évalué, à 4 mois, 8 mois, 12 mois plus tard, et les résultats ont été intéressants parce que ça a produit des choses auxquelles on s'attendait, puis d'autres auxquelles on s'attendait pas. D'abord, les choses auxquelles on s'attendait, c'est qu'effectivement, si on fait juste avant et juste après la formation, il y a une grande marche qui est franchie et les gens ont acquis des nouvelles compétences. Le problème, c'est qu'il y a eu dans cette étude pas mal de perdus de vue, mais on s'est rendu compte, un peu la grande surprise des auteurs, que 2 jours de formation puis rien, ça sert à rien, il faut le dire très clairement. Le gain est quasiment nul, et notamment à 8 mois et 12 mois, les gens ont presque tout perdu ce qu'ils avaient appris pendant les 2 jours. Voilà. Ensuite, on s'est rendu compte que quand les gens avaient du feedback, alors le feedback, ça veut dire un feedback précis sur la pratique. Le coaching téléphonique, c'est juste, on discute des cas, on discute de la manière dont on peut avancer. Le feedback, ça se fait à partir d'enregistrements, et on va commenter l'enregistrement. Donc il y a un bénéfice indiscutable, évidemment plus du feedback que du coaching. Voilà. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, ce dont on se doutait un peu, c'est que l'auto-évaluation des participants n'a aucune corrélation avec les résultats mesurés, c'est-à-dire que demander aux gens s'ils ont l'impression de bien pratiquer l'entretien motivationnel comme ça, c'est assez décorrélé de la réalité. Voilà. Donc à partir de là, il y a eu plein d'études, et j'en dirai pas plus, mais j'ai fait une sorte de synthèse sur la diapositive suivante, qui dit que, au fond, participer à une formation de 2 jours, 3 jours ou 4 jours, mais s'il n'y a rien derrière, c'est très enrichissant, les gens sont très contents, mais en termes de changement de comportement en matière de communication, c'est absolument pas efficace. Après, il y a, regarder des vidéos, ça c'est un tout petit peu mieux, et notamment si on a fait un peu des formations présentielles, ça aide à maintenir l'idée. Participer à des supervisions aussi, ça aide beaucoup à progresser, c'est sans doute l'outil pédagogique le plus pertinent, surtout que dans les supervisions entretien motivationnel, comme je l'ai dit, on vient avec des enregistrements qu'on a fait dans le contexte de son métier, et on les écoute. Il existe des grilles d'analyse, mais on n'est pas obligé d'utiliser la grille.
Et ça permet vraiment, je veux dire, le fait de s'entendre dans un entretien, c'est extrêmement formateur. Alors, on a bien sûr nommé l'idée d'un livre qui peut compléter l'apprentissage, et puis qu'il y a plusieurs travaux, et vous verrez dans la liste qu'on vous propose, qui proposent de mélanger tout ça, et que c'est là autour que la solution se trouve, c'est d'avoir plusieurs angles d'attaque pour faire l'apprentissage. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'apprentissage de l'entretien motivationnel. Et en tout cas, je viens me former 2 jours ou 3 jours et puis plus rien. Malheureusement, c'est souvent beaucoup d'argent investi pour un résultat extrêmement moyen et qu'il faut envisager ça dans un processus et certainement pas comme dans une action choc comme ça qui n'aurait pas de lendemain. Voilà, merci. On va transiter maintenant sur notre e-learning qui se présente donc comme un des moyens d'améliorer ses compétences en entretien motivationnel. Voilà. Donc ça c'est la page d'accueil de notre e-learning qu'on a donc mis sur le site de l'université dans le centre de formation continue à distance. Ça a été en fait démarré par la société suisse des médecins qui est venue nous voir et qui nous a dit mais on aimerait mettre de l'argent et investir dans la prévention et on a de l'argent au niveau suisse pour le faire. Est-ce que vous seriez d'accord d'organiser des formations en présentiel de 2 demi-journées pour tous les médecins de famille, les pédiatres, les gynécologues et leurs assistantes médicales au niveau suisse? Alors ça nous a donné un peu le vertige parce que on sait que 2 journées de formation ne sont pas utiles, donc 2 demi sera encore moins utile, et d'autant que on se voyait pas faire pour des centaines et des centaines de médecins, enfin des milliers de médecins en Suisse, une formation en français et en allemand. Donc ce qu'on a assez rapidement proposé en fait, c'est de développer un e-learning pour acquérir les formations, les compétences de base et les connaissances de base, tout en étant convaincu que bien sûr ensuite il est nécessaire d'ajouter des formations en présentiel avec du feedback personnalisé pour vraiment affiner la pratique et la technique de chacun. Néanmoins, la base au moins sera déjà connue et plus ou moins acquise. Donc nous avons développé cet e-learning sur 3 modules, chacun d'environ 1h30, qui sont le premier autour des facilitateurs et les obstacles au changement. Le deuxième, comment est-ce qu'on peut faire pour transmettre l'information? Comment est-ce qu'on résume et on valorise le patient? Et le troisième, autour de l'empathie, de l'écoute active, et en rajoutant un peu un bonus qui n'est pas totalement spécifique d'entretien motivationnel, mais qui nous semblait important, de la manière de structurer une consultation avec un agenda au départ, qui est quand même très aidant pour toute personne qui approfondit ses compétences communicationnelles. Voilà, donc je vais basculer directement sur l'e-learning et nous allons, si vous êtes d'accord, je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là, je te laisse, non, pas d'autres questions je crois. Donc nous allons voyager un tout petit peu à travers l'e-learning pour vous faire découvrir, vous avez déjà vu 2 extraits, hein, l'avatar au début et puis une vidéo, mais nous allons vous montrer un peu 2-3 différentes modalités d'apprentissage pour que vous découvriez un petit peu comment il est construit et comment est-ce qu'on peut avancer avec un e-learning aussi. Voilà, je vous laisse regarder donc cette brève vidéo qui est relativement tôt au début de la formation pour essayer d'entrer tout d'abord avant d'apprendre quelque chose dans la tête d'une patiente ou d'un patient, ici d'une patiente qui va voir sa gynécologue avant, son médecin avant de vouloir avoir un enfant pour réfléchir à son tabagisme. Nous allons interroger le vécu du patient. Qu'en est-il? Nous allons avoir la chance d'entendre ce que dit cette patiente avant même qu'elle rencontre le professionnel. Écoutez et repérez ce que vit cette patiente. De quoi a-t-elle besoin? Bon, cette fois-ci, tu y es. Tu t'étais bien juré d'arrêter de fumer avant d'être enceinte. Tu l'as claironné sur tous les toits. Et ben maintenant, c'est l'heure de montrer que tu te dégonfles pas au dernier moment. Surtout là, pour la grossesse. J'aurais mieux fait de rien dire, mais là c'est clairement trop tard. En plus, qu'est-ce qu'elle va me dire quand je vais lui annoncer que je vais arrêter de fumer? Les trucs classiques, genre... eh bien, c'est une excellente décision. Vous verrez, c'est pas si difficile. Une question de volonté, tout ça. Non mais... Tous des trucs que je sais déjà, dont je me fiche complètement. Est-ce qu'elle sait que je suis morte de trouille, là? Que si je pouvais, je partirais d'ici et que j'irais direct chez moi m'en fumer une bien tranquille. La dernière fois que j'ai essayé d'arrêter de fumer, je suis allée me faire hypnotiser
Et quand je suis sortie du cabinet, j'étais reboostée, sûre d'y arriver. Tu parles. Ça a duré 3 jours. Le 4e, en me levant, mais une envie de fumer la plus incroyable que j'ai jamais eue. J'ai tenu 1 heure et j'ai couru acheter des clopes. Bravo, ma fille. Mais c'est ma... Voilà. Donc vous voyez qu'il y a encore 1 minute à peu près de vidéo. Et puis, suite à la vidéo, eh bien, les personnes vont aller sur leur carnet de bord et doivent répondre à des questions. Ils ne peuvent pas poursuivre dans l'e-learning s'ils n'ont pas répondu. Donc, le vécu du patient, de quoi a besoin la patiente, qu'est-ce qu'elle vit? Et on doit réfléchir, avoir un temps de réflexion. Et ensuite, spontanément, comment feriez-vous pour mettre en confiance cette patiente par rapport à l'idée d'arrêter de fumer? Donc là, on met vraiment le participant en action qui doit être actif, travailler, enregistré, et tout son carnet de bord sera enregistré et il pourra l'emmener. On lui demandait d'ailleurs au début de noter ce qu'il trouve important de la définition, etc. Une fois donc que je marque, là je marque juste une lettre pour pas devoir vous faire perdre du temps, on enregistre, et une fois que c'est enregistré, eh bien on peut continuer. Donc ensuite, on va aller sur l'entretien, et on va pouvoir regarder un bout de l'entretien de cette patiente avec sa gynécologue. Je vous laisse regarder. Madame Fabre est dans le bureau de consultation avec la doctoresse Sodon. Regardez et écoutez ce dialogue attentivement. Repérez ce qui facilite et ce qui, au contraire, rend l'entretien inefficace. Notamment, soyez attentifs aux interventions de la doctoresse qui facilitent le changement et celles qui facilitent le statu quo. Donc je vous encourage à faire ça aussi en parallèle. Alors, vous avez pris rendez-vous avec notre assistante. Elle m'a dit que vous vouliez nous parler du tabac. Qu'aimeriez-vous me dire à propos du tabac? C'est mon plaisir. Un plaisir. Ouais. Oui, un plaisir. Enfin, j'ai conscience que c'est pas bon, mais c'est mon plaisir. Je sais que c'est pas bon. Il y a une partie de vous qui aime fumer et une autre qui sait que c'est pas bon. Voilà, je suis tiraillée. Et pourtant, arrêter totalement de fumer, ce serait pas mieux? Ah, si, ce serait mieux, je sais, mais j'ai très peur de ne pas y arriver. Aujourd'hui, on a les moyens d'aider à arrêter de fumer sans que cela soit trop douloureux. Mais j'ai peur de souffrir et enfin, je pense que c'est pas si facile. Quelles sont vos raisons de vouloir arrêter de fumer? Eh bien, je vais être enceinte et je veux arrêter de fumer avant le début de la grossesse. Vous voulez arrêter, vous voulez protéger votre bébé dès le début? Ouais, je veux pas qu'il paye pour mes vices. Avec une motivation pareille, vous allez sûrement y arriver très facilement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a ensuite plusieurs minutes, encore 2 minutes d'entretien, et vous avez remarqué que ce n'est pas un entretien idéal. Il y a des phases où le soignant fait des choses qui vont encourager le changement, et d'autres moins. Donc une fois qu'on a regardé l'entretien, on propose aux participants un exercice. Et là, vous voyez qu'on va devoir, sur des quiz, décider si c'est une intervention qui a un effet positif sur le changement ou qui va plutôt être freinatrice ou qui va freiner l'envie du patient ou de la patiente ici à changer. Donc quand elle dit « Vous avez pris rendez-vous en disant à notre assistante que vous vouliez me parler du tabac, qu'aimeriez-vous me dire à propos du tabac ?» Et elle répond « C'est mon plaisir ». Est-ce que vous pensez que c'est un effet positif d'entrer en matière comme ça ou est-ce que c'est plutôt un effet négatif? Et là, vous devez vous déterminer. Vous avez le droit de le mettre sur le chat si vous voulez. Je vous laisse 10 secondes pour me répondre si quelqu'un veut le mettre. On n'a pas encore de réponse. On n'a pas de réponse, mais je vais répondre pour vous. Donc elle a un effet positif puisque c'est une question qui fait réfléchir et c'est ouvert. Et là, si vous répondez... Votre réponse est correcte et l'intervention de la doctoresse a un effet positif. Sa question invite la patiente à parler de son expérience du tabac, à explorer ses représentations du tabac et elle crée l'alliance dans cette conversation. Voilà. Donc là, vous voyez le type d'exercice et il y en a plusieurs de ces questions tout au long de l'entretien qui est repris pour faire réfléchir
les participants autour de l'entretien qu'ils viennent de regarder. Alors, on va continuer dans l'e-learning, on va aller un peu plus loin et on va vous montrer que, bon, il y a toutes sortes d'éléments, donc je vais vraiment sauter beaucoup plus loin dans l'e-learning, puisque on va aller dans le 3e module déjà, dans le dernier, pour aller voir autour de l'écoute réflexive, qui est probablement un outil des plus complexes, mais aussi des plus importants dans l'entretien motivationnel. Alors, je dois probablement aller là-dessus. Voilà. Alors, non, on a dit qu'on sautait. Non, on a dit qu'on sautait. Écoute réflexive, si on veut aller plus vite. Voilà. Donc là, on a un bout de théorie. On va vous montrer juste 2 courts extraits de modules théoriques qui durent, vous voyez ici, 6 minutes. On va vous en montrer 2 ou 3, qui donc sont des modules théoriques d'enseignement autour de l'entretien motivationnel, comme ici autour de, très spécifiquement, de l'écoute réflexive. Voyons maintenant l'écoute réflexive, outil central à l'entretien motivationnel. À la fin de cette section, nous espérons que vous aurez pu clarifier les différentes manières de refléter ou reformuler ce que nous dit le patient et que vous aurez pu découvrir les outils d'écoute active centrés sur la personne qui nous permettent d'exprimer notre empathie. Quelle est la définition de l'écoute réflexive? C'est une intervention au cours de laquelle le professionnel de santé va traduire verbalement sa compréhension de la situation de la personne après l'avoir écoutée attentivement. C'est ce qui nous permettra de donner un reflet fidèle de ce que le patient nous dit d'une part de manière explicite, bien exprimée, et ce qu'il nous dit également d'une manière implicite, sous-entendue, ou que nous pourrons lire entre les lignes. L'écoute réflexive se compose de 2 grandes catégories de reflets. Les reflets simples et les reflets complexes. Les reflets simples font miroir et restituent ce qui vient d'être dit par notre patient, notamment le discours explicite sans vouloir en prolonger le sens. Les reflets complexes nomment ce qui est implicite dans l'attitude et le langage de votre patient. Ils expriment ce qui est lu entre les lignes. Je vais juste sauter un tout petit bout pour vous montrer ensuite la suite. Il y a bien sûr différents éléments de détail, de théorie qu'on peut amener, mais on va sauter un tout petit peu plus loin, parce que le temps ne nous permet pas de tout voir. D'arrêter de fumer, cela devient une question fermée parce que le ton final descendant est comme une affirmation et encourage davantage le patient à continuer sa réflexion. Voici quelques exemples. Je sais bien qu'avec mon asthme, c'est idiot de continuer à fumer, ça ne fait qu'aggraver les choses, mais voilà, c'est plus fort que moi. Cette foutue envie, c'est si dur d'arrêter. Comment pourriez-vous faire un reflet simple en réponse à ce patient? On pourrait par exemple lui répondre « C'est clair pour vous que cigarettes et asthme ne font pas bon ménage. » Voilà, donc là vous voyez le mode de petit module théorique que nous proposons à différents temps de l'e-learning pour parcourir les bases théoriques, toujours alternées avec des questions, des exercices. À la fin du module, de chaque module en fait, mais à la fin de ce 3e module, puisque là on est à la fin, la personne doit à la fois remplir dans son carnet de bord une sorte de bilan de qu'est-ce qu'elle a appris, de qu'est-ce qu'elle veut retenir, et on leur demande de le partager aussi sur un forum où là ils peuvent partager les différents apprentissages ou les questions avec les autres participants et avec les intervenants. Pour chaque personne participante, nous prenons le temps de leur faire un commentaire individuellement sur la base de leur apport global ou bilan final. Ensuite, la personne, pour valider, puisque nous, c'est une formation qui est reconnue par notre centre de formation, nous leur proposons des questions QCM. Il y a des questions pour les médecins qui valident pour les crédits de formation pour les médecins et des questions pour les assistantes médicales qui valident un autre type de formation. Et ils doivent répondre à leurs questions QCM pour pouvoir valider la formation. Voilà, je crois que pour
pour cet e-learning en direct, on l'a très très rapidement parcouru, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 6 heures de formation, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de petits détails, de petites vidéos, de petits montages aussi, comme vous avez vu l'avatar au début, avec des patients mis en scène dans des petits films ou des vrais patients filmés avec des entretiens filmés de différents types de soignants, que ce soit des pédiatres, des généralistes. Et puis nous allons, suite aux participations en ligne, nous proposons ensuite des formations en ligne, mais en présentiel avec des patients simulés pour que les participants puissent réellement pratiquer ensuite ce qu'ils ont acquis et avoir aussi un feedback individuel sur leur manière de mettre en pratique l'entretien motivationnel. Donc, une fois que ceci sera sur pied, on espère vraiment pouvoir contribuer à un apprentissage plus marqué. Et je vais laisser Pascal terminer sur les 2 dernières diapositives, si ça veut bien. Voilà, pardon. C'est pas le bon fichier. 2 secondes. Non, il n'y a pas de compétition. 2 secondes. Excusez-moi. Oui, si tu me le tiens pour finir volontiers. Je départage. Bah, tu peux commencer là, et puis... Alors, cet e-learning est évidemment ouvert à tous, tous ceux qui le souhaitent. Alors, il a un coût, 80 francs, c'est l'équivalent à peu près de 80 euros. Il permet pour les médecins particulièrement d'obtenir des crédits de formation continue. Je ne sais pas si les crédits suisses seront valables à l'étranger, comme on dit, dans les pays francophones. Mais en tout cas, voilà, donc il y a une inscription qu'il faut faire pendant une certaine période, et puis le cours va être disponible là pendant 2 mois, du 16 septembre au 16 novembre. Actuellement, il y a un cours qui est accessible, mais les inscriptions sont terminées depuis maintenant une quinzaine de jours. Voilà. Donc si le cœur vous en dit, ne vous gênez pas, et vous pouvez vous inscrire très directement sur le site de l'Université de Genève. Voilà. Non, tu peux peut-être juste montrer les 3 qu'ils n'ont pas vu la diapo. Ils n'ont pas vu celle-là? Celle-là. Alors... Voilà, donc c'est ce que je disais, il semble que vous n'ayez pas vu la diapo, donc ben voilà, je répète, si vraiment vous voulez faire cet e-learning, alors vous avez totalement la possibilité de... Ah là, on n'entend plus, il faut rallumer votre micro. Voilà. Donc, et là il faut qu'on lève le son aussi. Donc, je répète que vous avez la possibilité d'aller sur le site de l'Université de Genève et de vous inscrire. Le prochain cours accessible sera à partir du 16 septembre. Voilà. Nous ne résistons pas. Voilà. Donc, c'est le commentaire de Steve Rolnick qui a eu accès à cet e-learning. C'est assez élogieux, puisque, comme vous le voyez, il dit que c'est des meilleurs e-learning qu'il a pu parcourir avec beaucoup d'imagination. Et voilà, il recommande hautement à tous les soignants de le faire. Ça mérite d'être largement disséminé et transmis, et traduit, pardon. Voilà, c'est déjà traduit en allemand, mais si jamais il y a des amateurs pour le traduire en anglais, on sera preneur. Voilà. Et puis, on voulait peut-être vous proposer de faire vous-même la conclusion. On est quasiment à l'heure dans cet e-learning, puisqu'on avait dit qu'on laisserait une quinzaine de minutes pour partager avec la salle. Alors, s'il y a des personnes qui veulent mettre des conclusions, des idées que vous aimeriez bien partager avec nous et avec tout le monde, et on sera très content.
Alors oui, la formation, elle est accessible pour tout le monde, hein, si vous vous inscrivez sur le lien qu'on pourra diffuser ensuite. Et puis, nous avons eu beaucoup de différents types de soignants, en fait, en dehors de ceux pour lesquels nous l'avions développé. Et, on a eu des pharmaciens qui sont très heureux de la formation. On a eu des psychologues, on a eu des diététiciennes, des physiothérapeutes. Donc, il y a en fait vraiment une appréciation de quasi tous les soignants qui veulent faire un entretien santé patient, même pour des brèves entretiens. Donc, je dirais que oui. Voilà. Et puis, ça nous permet de dire, je crois que Johanna et Glory qui est dans la salle ne contrediront pas, que l'entretien motivationnel, ça ne nécessite pas forcément un temps extraordinaire d'entretien, ça nécessite une présence d'être là. Et puis, on a vu dans le bref, très bref entretien entre le pédiatre et la patiente, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en quelques minutes, y compris au comptoir ou dans un espace de confidentialité comme on a beaucoup les pharmaciens, notamment quand ils font de l'aide au sevrage tabagique. On peut vraiment, en quelques minutes, euh, susciter, augmenter la motivation au changement ou essayer de un peu diminuer l'ambivalence de la personne si elle reste encore ambivalente. Il n'y a pas besoin, j'aime bien l'idée de désacraliser ou déformaliser l'idée de cet entretien qui doit plutôt ressembler à une conversation plutôt qu'à un entretien formel. Voilà ce que je pourrais répondre. Vous avez vu l'entretien du pédiatre qui dure 2 minutes. Voilà. C'est vraiment dans ces ordres de grandeur et en tant que généraliste, on a tellement d'autres choses à faire dans un entretien, on n'a pas non plus 2 heures pour faire de la psychothérapie. Donc, c'est vraiment des tout brefs moments d'intervention. Peut-être fait des conclusions et puis on laissera ouvert les questions. Voilà, alors on va peut-être on avait aussi anticipé sur quelques Peut-être conclusions. peut-être pour les conclusions, moi je me permets Oui, volontiers. d'intervenir puisqu'il y avait, et je laisse la parole aussi et n'hésitez pas à conclure vous de votre côté, tous ceux qui participent à la passage. Mais moi j'ai bien aimé ce que vous disiez. Vous disiez vraiment, je pense que l'importance de ce type de dispositif parce qu'il varie aussi les outils pédagogiques et que souvent, justement, on a dans la pédagogie trop tendance à fonctionner toujours avec nos habitudes et ce type de dispositif a ceci de marquant qu'il varie les dispositifs, qui varient vraiment les différentes situations. Vous alternez entre différents contenus et ça, c'est vraiment quelque chose qui, actuellement, au niveau scientifique, on le voit, c'est ce qui est le plus efficace en termes de formation à long terme, que ce soit en formation initiale ou que ce soit en formation continue. On a besoin de ce type de dispositifs qui sont variés, qui varient les différentes approches parce que ça permet d'assurer un enseignement plus approfondi au final et plus sur le long terme. Et donc moi, ça c'est un peu vraiment la conclusion que j'en aurais, c'est l'ouverture qu'on doit avoir aujourd'hui sur ce type de dispositif qui varie les façons d'aborder la matière et de transférer en tout cas les acquis de connaissances.